Well, the first thing I want to say, I started my thing in the 60s. Bon, vous n'avez rien compris. Je recommence. Oui, ok. Alors, en 1967, exactement, il y a un banque anglais qui me dit j'ai trouvé un livre en français. Alors, je croyais que c'était la comtesse de Ségur, quelque chose comme ça. Et j'ai rien compris. Quand il m'a montré un livre, je ne parlais pas français dans ce moment-là. Et ça s'appelait Vas-y Beru. Yes, Vas-y Beru. Il y avait dessus un gonze qui montait un vélo. J'ai dit, mais c'est quoi cette langue française? C'est du Shintok. Je ne comprends pas. En 1967, il me dit ça. Et après, j'essaie 2 années pour lire le livre. Je ne comprends toujours pas. Alors, comme je suis, je vais le dire, un lord anglais, un lord anglais décadent. Je dis toujours ça. Mon père ne sera pas content s'il m'entend, il ne m'entendra pas. Et donc je dis à mon chauffeur, qui parlait bien français, c'était un Français, et il me dit, ça c'est extraordinaire, c'est un monsieur qui parle français, qui, comme des vagues dans la mer, c'est terrible. Je dis, c'est quoi? Il faut m'expliquer le mot, je ne comprends pas les mots, toutes ces choses-là. Et il me dit, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer. Et pendant 2 ans, il m'a jacté, la jactance. Non, la jactance, c'était en française. Alors il m'a dit, voilà. Alors j'ai commencé à parler comme ça. Jactance française, hein? Voilà, formidable. Je suis venu en France, j'écrivais les administrations comme ça. J'ai dit, j'écrivais, les gonzes là, j'ai posé mes pétrousquins dans votre bobelette. J'ai besoin de quelques paplards pour que je foute mes miches sur quelque chose. Et j'étais très insulté après. Il dit, pourquoi vous écrivez comme ça? Je crois que c'est le bon français. Je me retrouve dans une soirée de people à Paris, comme je suis à Londres, et je laisse un cache-colle. Je ne sais pas que ça s'appelle comme ça à l'époque, un cache-colle. Vous savez, cache le col, là, c'est pas un cache là. Et quand je sors de la fête, je demande mon soutien-gorge. Vous pouvez me passer mon soutien-gorge, s'il vous plaît. Pour moi, ça soutient la gorge. C'est vrai. Alors, c'est pour ça, dans mon livre, j'ai dit, bon, ben, peut-être que dans le temps passé, les grognasses avaient des gloites, et ça descendait jusque-là, quoi. Et donc, ils descendaient les choses, et puis c'est devenu soutien-gorge, soutien le gloite. Voilà la réponse. Et alors, j'ai commencé à lire San Antonio après. J'ai compris les mots, j'étais très très content de ça. Et que San Antonio, après, il s'est moqué beaucoup de moi. parce que un jour, un ami a présenté le livre, a dit, il y a un Anglais, il a mis 3 ans pour lire ton livre. Et il a répondu, il n'y a qu'à des Anglais à qui ça arrive. Et ça, c'était extraordinaire. Et il m'a signé un livre après. Et il m'a dit, il a signé le livre, il a mis à John Phil Wayne de la part de son professeur, avec qui il a appris le français dans des conditions idéales. Donc, tu as rencontré Frédéric. Quelle influence a eu San Antonio dans ton existence? J'ai continué à lire des livres, mais je dois dire que avant San Antonio, pendant le temps que j'apprenais à lire son livre,
j'allais en Angleterre, il y a ce qu'on appelle le ciné-club. Et dans le ciné-club, on passe les films français très anciens, comme les Tontons Flingueurs, des choses comme ça. Même si on ne comprenait pas, on rigolait. Ah, je ne sais pas pourquoi on rigole. Mais c'était l'argot aussi. Et j'ai donc, après, moi j'ai commencé à japter en français. Dans mon livre, on trouve beaucoup de mots de l'argot traditionnel de l'époque de Vidocq. Et aussi mon argot à moi, qui est un mélange de anglais, English, comme on dit, et de française. Hein, et ça donne des mots très. Il y a, dans mon livre, il y a un lexique parce qu'il y a des mots qui sont à moi. J'appelle un japonais un japonche, un sushi, voilà, les choses. Il y a plein de mots. Un bois que j'appelle un pastabunt. Voilà. Alors tu viens de publier une partie de tes mémoires, puisque c'est le tome 1. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus de sa carrière internationale de guitariste, tu as été agent secret jusqu'en 1992. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi et comment tu es devenu agent secret? Mon père, mon grand-père, Pater Noster, était un agent secret britannique et il est venu en France aider le maquis. Il allait jusqu'au Chambon-sur-Lignon, dans l'Ardèche, aider les Juifs. Et il m'a toujours parlé d'un joli pays qui s'appelait... malheureusement, je ne connaissais pas ce pays-là, qui est extraordinaire, qui est vraiment beau, qui est fantastique, surtout qu'on va faire du Armagnac. Très bon. Et donc, je suis allé... Bon, quand j'étais en tournée un jour, je suis allé on est passé d'un pays francophone africain, le Togo, au Ghana. Ghana qui est anglophone. Et quand on est arrivé, d'ailleurs je le raconte dedans, on est passé, il y a un type un douanier qui était là. Quand il a tenté d'ouvrir la barrière, ça lui est tombé sur la cafetière. Donc il n'a pas tamponné nos affaires. Ce qui fait qu'au Ghana, je suis allé au consulat, ambassade britannique. Et quand quelqu'un a pris mon passeport, il a dit « Restez là, attendez ». J'ai dit « Ah, la mouscaille va commencer ». Je suis parti, je suis resté, j'ai attendu là, dans un coin, et une porte s'est ouverte comme ça, du bureau, et un type qui ressemblait étrangement à Elton John, avec le pantalon bleu, la chemise rose, il me dit « Venez chez vous ». Je suis rentré et le consul m'a dit « On a besoin d'un type comme vous ». À l'époque, j'étais avec les cheveux très longs comme ça, j'avais 23 ans, 24 ans. Et il dit asseyez-vous. Je rentre, je m'assois, je dis quoi? Il me dit, il faut que vous aidiez la nation. Je dis, quelle nation? Il me dit, l'Angleterre. Je dis, mais là, je suis en tournée en Afrique. Il me dit, c'est Commonwealth. Oh, ok. Commonwealth, ok, I'll do it. Alors, il me dit, il faut que vous soyez un espion. Et vous espionnez pour l'Angleterre. L'Angleterre, le rapport avec le Ghana, etc. Je dis, moi, je suis un musicien. Je ne veux pas faire de ça. Je ne veux pas faire de ça. Et le consul, il m'a regardé, il m'a dit, il s'est appuyé comme ça, il a dit, avec votre tête d'abruti, vous faites un parfait agent, il faut être agent. Et j'ai dit non. Non, pas question. Je suis reparti et je suis parti à 30 km de là, ils m'ont suivi, il y a un type qui m'a suivi, qui m'a dit il faut vous décider. Et ils m'ont fait du chantage, voilà. Chantage parce que mon père, à l'époque où il était agent, il avait aidé des Juifs à partir. Alors il a laissé partir 4 SS en échange. Et ça, c'est un crime. Il a bien fait. Moi, j'aurais fait la même chose. D'un grand nombre de Juifs, ouais, qui sont partis.
au Chambon-sur-Lignon. Et moi j'ai dit, je trouve que c'est très bien, mais c'était une faute. Sa Majesté là-bas, ils n'acceptent pas. Quand on est agent secret, il faut faire la mission jusqu'au bout. S'il y avait 4 SS à tuer, il faut tuer. Et lui, il a dit, bon, les SS, il dit, non, je ne vais pas laisser partir les autres. Bon, il a fait ça. J'aurais fait la même chose aussi, hein, et à la fin, l'agent qui me poursuit me dit, si vous ne parlez pas, si vous ne venez pas un agent à nous, ben votre père, on va remettre ça, les journalistes, ils sont friands de ça, les journalistes comme ça. Ils sont friands des choses comme ça, des histoires comme ça. Donc, si vous ne faites pas l'agent, ben on va remettre ça en question. Mais moi, j'adorais mon père parce que c'était un abus formidable. Il était formidable. Alors, j'ai dit, bon, ok, je vais faire, je vais espionner. Alors, comme ça, je suis devenu espion et en même temps musicien, ma carrière musicale. Et comme mon père m'avait fait étudier à l'époque le morse et le morse et la téléphonie à l'époque pour les Royal Navy, que je pensais jamais m'en servir. Et j'ai dû m'en servir un jour en étant espion, en passant des notes de guitare, ça c'est du morse, voilà, ça c'est un message qui passait et qu'il y avait un pastabou de fou qui prenait les notes là, il marquait tout ce que je disais, voilà, c'était comme ça, voilà. Comment je suis devenu agent. Alors c'est vrai que lorsqu'on considère la carrière d'un musicien international de très haut niveau, alors, il est modeste, il ne le dit pas, mais effectivement il a joué avec les plus grands, mais c'est vrai que ça pose un peu question lorsqu'on sait qu'il a été agent secret, donc ce qui m'amène à lui poser 2-3 questions. Lorsqu'on est agent secret, on le demeure à vie, et que deviennent les relations avec les services une fois arrivé à la retraite? Et comme agent secret, bien sûr, on est amené par définition à connaître des choses que le commun des mortels ne connaît pas. Comment les services peuvent s'assurer qu'il n'y a pas de fuite? Parce qu'effectivement, on a vu... Mon putain Alors, plus rien n'est secret, en fait. Oui. Et donc, comment les services s'assurent qu'il n'y a pas de fuite? Car effectivement, on a lu des livres dans lesquels on a appris que d'anciens agents secrets avaient livré des informations qu'ils n'auraient pas dû livrer. Et quelles sont donc tes relations actuelles avec les services secrets britanniques? Ils sont très bons, aussi longtemps qu'on se trouve dans un pub à picoler. Donc tout va bien avec les services secrets britanniques. Alors bon, on va parler peut-être aussi de ta carrière musicale. Est-ce que tu peux nous raconter tes concerts les plus mémorables? Étant très jeune, donc il faut que vous sachiez que la musique et les services secrets c'était devenu un, parce que j'étais sous couverture, undercover. Et donc j'ai rencontré beaucoup de personnes. Un jour, ils m'ont même envoyé espionner M. Count Basie. Et je suis allé jouer avec lui. Et un après-midi comme ça, pour faire un seul concert le soir, j'ai fait le concert, c'était mémorable. Surtout, c'était très mémorable parce que quand on joue avec Count Basie, on n'entend jamais les guitares. Le guitariste qui joue avec Count Basie, on ne l'entend pas. Mais s'il s'arrête, il manque quelque chose. Et moi, je ne savais pas faire ça. Je faisais tchoup, 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 tchoup. Il me disait toujours, put it down, plus doucement, plus doucement, plus doucement. Et à la fin, j'ai baissé complètement le micro, il n'y avait plus de son, et j'ai mimé. Et il m'a dit, that's very good. Et ensuite, il m'a dit, fuck off.
foutez le camp. Mais j'ai joué un petit peu avec lui, voilà. C'est toi? Ah. Alors tu jouais avec des musiciens pendant tes tournées en Afrique et en fait ils te suivaient de partout et tu étais suivi par effectivement un responsable des services secrets. Et on se demande comment tes compagnons musiciens ne se sont jamais aperçus de quelle était ton activité en dehors de la musique. Alors, dans mon livre, vous trouverez, bon, ben, il y en avait un toujours qui me donnait des ordres. Je ne peux pas donner son nom. Dans le livre, il s'appelle Sam Gratt. G-R-A-T-T, Sam Gratt. Et il y a son second, c'est un peu un genre Pinot, comme ça. Et lui, il s'appelle Albit Diodumou. Voilà. Et ces gens-là me suivaient discrètement. On se voyait dans un bar. Ils me passaient des choses comme ça. Albit Diodumou était assez vieux, c'était un vioc, c'était un poussiéreux, voilà, comme dirait notre ami. Et donc, il me parlait toujours, il me disait, voilà, on te passe ci, ça, tu fais ci. Et mes amis n'ont jamais vraiment su que je faisais ça, sauf le bassiste qui était avec moi, qui s'appelait Crispin, qui commençait par dire, mais on voit toujours ce vioc à côté, pourquoi il est avec toi, pourquoi il fait ci? Ah, il fallait que j'invente des histoires. J'ai dit, mais il a perdu son râtelier. Un jour, j'ai ramassé, on a trouvé ça, c'est une grelue, c'est une grognasse qui a ramassé le râtelier. Toute une histoire comme ça. Assez bizarre. Dans la rédaction de ton livre, tu étais amené à soumettre des feuillets au service pour vérifier que les informations que tu donnais dans ce bouquin n'étaient pas confidentielles, ne posaient pas de problème. Mais comment se manifestait leur compréhension de ce que tu écrivais? Parce que c'est plutôt san-antoniesque la façon dont tu écris. Et est-ce qu'ils comprenaient ce que tu écrivais? Je n'écris pas comme San Antonio, vraiment, parce que lui, c'est un monsieur qui écrit très spécial, qui est génial. Moi, je suis British, je suis l'English. Et donc, j'écris avec tout ce que j'ai appris. J'ai des argots avec mon chauffeur, les argots de Vidocq, les argots de Flingueur, j'écris tout ça. Et j'essaie de parler aussi donc, à mes supérieurs en Angleterre, je me rappelle que mon supérieur avait toujours une très grosse pipe à la bouche, une pipe, une vraie pipe, hein, pas ce que vous pensez. Et il me disait, bon, j'expliquais ça en anglais, puis j'expliquais ça en français. Et il y avait quelqu'un quand même qui disait, mais moi je comprends bien ce que vous dites, ce que vous machin. Et donc, voilà, bon, c'est bon, allez, c'est accepté. Voilà. J'ai écrit ce livre depuis 2015, et toutes les 20 pages, c'était contrôlé par les services secrets. Toutes les 20 pages. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps, parce qu'ils enquêtent, ils regardent que je ne dis pas des bêtises, que je ne raconte pas des choses fausses, c'est terrible que je ne dévoile pas les secrets, que je ne raconte pas que tel branque a couché avec tel grognasse. Bon, voilà. Et donc, mon livre il est sorti en 2023, après être passé devant un tribunal, oui, la Cour suprême de Londres, que les agents sont venus, un policier aussi, avec tous les documents qui prouvaient ce que je disais, la vérité. C'est passé pendant une demi-heure en huis clos. Et donc tout ça se trouve dans le livre, j'étais obligé de mettre, parce que la personne qui m'a remis mes mots en page, c'est aussi un agent mais français, de la DGSE. Il m'a dit, John, si tu ne mets pas toutes les choses, toutes les preuves de ce que tu écris, les gens vont dire, mais il est mytho ce mec-là. Parce que dans mon livre, il y a des choses terribles. Et tout ça m'est arrivé, mais des choses vraiment de la folie. Donc c'est toute la vérité, et quand je raconte les choses, c'est comme ça. Voilà.
Voilà. Alors un jour, tu avais 23 ans, et lors de ta tournée en Afrique, il y a une belle femme d'un certain âge qui voyageait dans le même avion que toi. Ouh. Et elle a tenu à partager ta chambre parce que je crois qu'un de tes musiciens qui t'accompagnait était malade. Donc, comme la production n'était pas riche, il prévoyait des chambres pour 2 musiciens, mais comme ton collègue était malade, c'est cette femme qui est venue dans ta chambre. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé et qui était cette femme? Alors cette femme, c'était une actrice. Je voyageais dans l'avion avec elle, parce que dans l'avion, il est arrivé beaucoup de choses. On avait pris le 747. À l'époque, en Afrique, il ne pouvait pas traverser un certain endroit. Il fallait qu'il s'atterrisse pour prendre la correspondance. Donc, un pays que j'appelle le Tonga n'a pas bu. Tonga n'a pas bu. Voilà. Donc, il y avait le président qui s'appelait Atakpamoa. Ouais, il n'y a que des noms comme ça dedans. Je ne peux pas mettre les vrais noms. Donc, c'est des noms terribles. Et donc, cette femme-là, elle était dans l'avion. Et quand l'avion avait bougé comme ça, elle m'avait tiré par le futal. Elle m'avait dit, restez à côté de moi, s'il vous plaît, et tout ça. Et puis, on a atterri, on est allé dans un hôtel. C'était une actrice américaine, ancienne. Elle disait que ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle avait dit qu'elle avait joué le rôle de Jane dans un film de Tarzan à l'époque du muet. Alors, j'ai jamais compris comment elle dit qu'elle avait imité le son, le cri de Tarzan. Comment avait-elle pu faire le son de Tarzan quand le son était muet? Bon, donc elle a voulu venir avec moi. Elle s'est, dans la chambre, elle s'est métamorphosée. Elle est devenue très belle. J'ai pas compris, c'était une vioque. Mais attention, elle était très belle. Elle a voulu dormir avec moi. Heureusement qu'il y a un type qui est venu, qui a apporté le repas. J'ai été sauvé, il s'appelait Kong. J'ai été sauvé par le Kong, quoi. Par le don, j'ai été sauvé par le Kong. Ça a apporté le repas du soir. Et c'était une femme. Et elle s'appelait, quand je lui demandais son nom, elle me disait toujours, mais arrête. Je dis pourquoi, elle me dit toujours, mais arrête. Mais en fait, elle s'appelait M-A-Y, Harriet, S-A-R-E-T-T. Voilà, c'était son nom. Alors, en tant qu'agent de renseignement, tu devais approcher certaines personnes et un jour, ça t'a notamment permis au service secret donc anglais de démanteler un trafic de drogue à bord d'un bateau. Peux-tu nous raconter cet épisode? C'est un épisode où j'ai vraiment plus senti mon grimpant parce que c'était tellement effrayant. C'était sur un bateau japonais au Ghana. Alors le bateau s'appelle le Shikaka. Ouais. Il ne s'appelait pas comme ça en fait, mais dans l'histoire je l'appelle comme ça. Je n'ai pas le droit de mettre le vrai nom. Le Shikaka. Et je me suis retrouvé avec... à suivre des gens, des Japonais avec des Américains qui venaient vendre de la drogue, qui venaient chercher de la drogue à bord de ce bateau. Et c'était un épisode terrible. Parce que mes agents m'avaient dit, comme tu as une belle gueule avec tes longs cheveux, tu te feras passer pour une grognasse, voilà. Et voilà, oui. Et donc, j'étais parti comme ça pour aller faire l'enquête. J'ai suivi doucement. Et après, au moment où je voulais sortir du bateau, et il y a un Japonais, un Jap, qui me jappe. Et il me dit, photo loco. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Dans mon livre, je l'ai traduit photo loco. Ça veut dire la traduction, foutez le camp. Voilà. Bon. Et moi, je ne sais pas parler cette langue. Je dis quel mot japonais je peux dire. Et pour moi, c'est Yamaha. Et je réponds Yamaha.
Et il n'est pas content, le mec, il a un gros pétard comme ça, un Kalachnikov. Il me dit, Photoloco. Et là, moi, j'ai un petit personnage dans mon livre qui s'appelle Jacques Joseph. Contrairement à Frédéric Dard, qui des fois parle très mal ou grossièrement à ses clients parce qu'il aime faire ça, c'est formidable, c'est formidable. Moi, c'est quand j'ai quelque chose à dire, je m'adresse à mon petit personnage qui s'appelle Jacques Joseph. Et Jacques Joseph, il me dit, Jacques Joseph vient de me rappeler que le langage tenu ici entre le Mataf Japs et Mézik n'est pas du japonais. Alors, c'est moi qui réponds, alors je m'en vais te répondre, Moué, tranche de science. Je l'ai inventé, question de dire que ce japonais m'avait vraiment jaspiné en langue nippone et que je n'ai rien entravé du tout. Et puis je lui traite de « Hé, Japduc », voilà. Bon, la jactance continue entre le gabier et Bibi. Et il me dit « Ah !» s'énerve la tronche jaunissante. Et là, c'était la vraie traduction, c'est « dégage ». Et moi, j'ai répondu « Yada », japonisais-je. Voilà. En fait, je ne savais pas que Yada voulait dire « pas question ». Alors, ma géobartise linguistique rend fou ce mot du gland qui fonce sur mes zig. Voilà. Et il m'a poursuivi et je suis allé jusqu'au bout de la proue du bateau. Et après, on a entendu « Ah !» et pfff, quelqu'un est tombé à l'eau, mais c'était pas moi. C'était le japonais. Moi, j'ai pu aller me mettre un truc, des morceaux de plastique noir sur moi. Et je suis descendu comme ça, on a cru que c'était une catin des porcs, voilà. Voilà comment c'est arrivé. Alors je crois, si j'ai tout bien lu, bon, en tant que musicien, tu n'avais pas spécialement de technique de combat ou de maniement d'armes à feu, mais tu as pris des cours pour cela. Ah oui. Est-ce que tu as eu à t'en servir? Oui, malheureusement, oui. Ou heureusement, parce que ça a servi. En fait, quand on m'a fait prendre des cours, je suis rentré dans une pièce comme ça. D'abord, je ne savais pas, j'étais jeune, quand le chef m'a dit « Tu t'es déjà servi d'une arme ?» J'ai dit « Oui, je me suis servi, je connais, quand j'étais petit, avec mon pétard à bouchon, je savais tirer. » Voilà. Et puis, bon, il m'a fait tirer sur un... C'était très étrange parce qu'ils avaient affiché la tête d'un dictateur sur un baquet, vous savez, un baquet, au fond d'un mur, et il me disait qu'il faut tirer dessus. Et donc, quand on tirait dessus, ça faisait pong, et quand on tirait à côté, ça faisait pouk. Voilà. Évidemment, il y avait beaucoup plus de pouk que de pong. Ah, ça, voyons, on m'appelle déjà, c'est une mission. Donc, il y avait un jour, et mon chef me dit, il y avait une petite bonne femme comme ça, qui avait 80 ans. Il me dit, c'est ton prof qui va t'apprendre à se battre. Je rigole. Je dis, non. Et là, elle me prend comme ça, vous allez lire là-dedans, c'est plus complet. Elle me tient de tous les côtés, après avoir subi, pouf, je suis sorti là, j'étais comme ça. La petite dame de 80 ans savait vraiment se battre, quoi. Et donc, voilà, après je m'en suis servi pour faire d'autres choses. Ouais. Étrange. Et donc finalement, bon, puisque ton livre s'arrête dans les années 74-15 peut-être. Oui. Pour le moment, 60. Et on suit donc toute ta tournée africaine, et donc avec tes musiciens qui t'accompagnent. Ils sont devenus quoi, les musiciens qui t'accompagnaient? Alors, il y avait un musicien qui s'appelait Chris Anderson. Moi, je l'appelle dans le livre Chris P. P-A-Y. Chris P. Pourquoi? Parce qu'il était toujours crispé quand il jouait la basse. C'était le bassiste, il jouait, il me donnait toujours des coups de basse. Je prenais plein de coups de manchon sur la tête. J'avais un 1, 2, 3, 4, boum. Et le Christ était pour mes zigs, quoi. Et donc Chris P est en Australie, il vit en Australie, et les autres, ils ont clamsé, ils n'existent plus.
Ah, Je crois aussi que James Brown a joué un nom particulier qui t'a un petit peu aidé en Afrique. James Brown, le chanteur noir africain et africain-américain, est un dieu en Afrique. Quand vous dites, à l'époque, quand on disait James Brown à n'importe quelle autorité, et vous demandez, tu connais James Brown? Il faut lui dire oui, parce qu'à ce moment-là, il dit, ouais, il faut pouvoir faire ses pas, glisser comme ça un peu. Et donc, ça nous a sauvés dans pas mal de choses, où il y avait sur des frontières des douaniers très méchants, et que vous transportez du matériel de musique, ceci, cela. Après, ils nous demandaient, vous connaissez James Brown? On disait oui. Ah, c'est parfait. Et ils disaient eux-mêmes que des fois, ils étaient James Brown. Il y en avait un douanier qui s'appelait James Douane. James Douane. Et il disait que lui-même, il faisait des petites soirées le soir dans James Douane. Voilà, donc ça a beaucoup servi. J'ai vu beaucoup de choses. Ça, il faut lire le livre pour voir des spectacles des gens qui faisaient du James Brown. Voilà. Dans les salles, dans les trucs d'hôpitaux, où il y avait des gens qui... La salle s'appelait la salle James Brown, où un jour, je m'étais empoisonné, on m'a poussé, on m'a fait rentrer dans un... On m'a fait des... Je trouvais plein de gens qui étaient des blancs, qui étaient assis là, il y en a qui faisaient des pas de James Brown dans des patients. Ils bougeaient comme ça, et il y en a qui faisaient son cri, ah! Comme ça, quand ils avaient l'aiguille dans le derche, quoi. Ah! Ça faisait James Brown, voilà, c'était comme ça. Alors toi qui es surnommé l'homme aux mille mains, y a-t-il... quels sont les guitaristes que tu préfères? Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas mon style. Il m'aime beaucoup, par contre. Moi, je l'aime aussi. On est amis. Étant petit, mon père était un type qui avait une chambre très grande avec un gramophone à l'époque. Parce que moi, je ne suis pas jeune, je suis assez vieux. J'ai 77 ans. Je vais avoir 78 ans bientôt. Ouais, je sais beaucoup de gens qui disent « Ah, mais non, vous ne le faites pas », mais c'est vrai, c'est la vérité. Et quand j'étais petit, donc dans ces années 40, 50, quand je pleurais, mon père, il avait un gramophone avec un haut-parleur qui est comme une boîte. Il me prenait et me mettait dedans. Ma mère n'arrivait pas à m'arrêter de faire pleurer. Mais mon père dit, passe-le-moi le petit vertueux, si tu vas voir. Il me mettait dedans, il mettait un disque, et j'arrêtais de pleurer. Même apparemment, je bougeais un peu mon fion et tout ça. C'est ce qu'on dit, voilà, c'est ce qu'on dit. Alors c'est comme ça que, bon, je suis tombé dedans, en fait, dans la musique, hein, comme Obélix. Donc, voilà, la question c'était quoi? Ah, mais musicien. Donc on écoutait beaucoup, j'écoutais Arthur Smith, qui était guitariste de l'époque, Arthur Smith. J'écoutais Django Reinhardt, j'étais petit et tout ça. Après j'ai aimé beaucoup Wes Montgomery. Après j'ai plus écouté les guitaristes, ça m'intéressait plus, j'écoutais les pianistes. Beaucoup j'aimais les pianistes. Je disais, si je jouais la guitare comme un pianiste, ça serait bien. Effectivement, je joue de la guitare comme un pianiste, on entend les basses, les accompagnements, les solos, et personne n'a jamais compris pourquoi je fais comme ça. Mais ça, c'est mon mystère, personne ne comprend. C'est comme ça. Alors, en plus de ta carrière de guitariste, si j'ai bien lu ton livre, tu as même travaillé pour la MGM aux États-Unis, puisque tu as même travaillé, je crois, participé, voire même créé des musiques de films. Oui. Ouais. Effectivement, un jour, très jeune, on m'a présenté à la Metro-Goldwyn-Mayer. Et je veux dire que c'était très impressionnant de se retrouver parmi ces trois messieurs, Metro-Goldwyn-Mayer, Metro-Goldwyn et Mr. Mayer. Et je suis venu avec une petite cassette comme ça. Là, bon, c'était une greluze qui m'avait présenté. Bon, suite, vous comprenez, hein? Suite à ce qui s'était passé, je dis, je vais te présenter quelqu'un, j'ai des relations. Hein.
Bon, bon, on m'a présenté, je ne m'attendais pas, le Metro-Goldwyn-Mayer. Et donc, il m'a dit de faire d'une musique, c'était pour Mia Farrow, pour quelque chose comme ça. Et donc, et John Philip Lowe. Et donc, j'ai créé la musique, je n'osais pas aller là, elle m'a poussé, elle m'a dit, il faut. Alors, ces trois messieurs sont venus me voir, m'ont présenté, ils ont écouté, ils ont dit, ah, c'est très bon ce que vous faites. Donc, venez tel jour, tel machin. Je suis allé, croyez-moi, c'est de se présenter devant ces trois grands Amerlocs. C'est à l'époque, pour mon petit bonhomme que j'étais très intimidé par ces personnes. Et j'ai commencé par diriger les orchestres symphoniques et à faire des musiques de films. Et aussi pour la Warner après, parce qu'il dit, ben, tu fais ça, mais tu vas là-bas. C'est comme ça, c'est un lien, tu commences ça, tu fais ça, et puis tu t'arrêtes plus. Puis il dit, ben, arrêtez là, je ne vais plus continuer, moi j'ai autre chose à faire. Et ouais, voilà comment je suis devenu, j'ai écrit des musiques de films pour les gens. D'ailleurs, j'ai des disques avec des musiques de films, je dirigeais les orchestres symphoniques. Si vous allez sur YouTube, il y a les Américains, ils m'ont fait un clip qui dure 7 minutes, racontant comment j'étais un guitariste et aussi un agent secret, et aussi un guitariste de concert, vous voyez tout ça en images, et aussi musique à diriger un orchestre symphonique, etc. Voilà. Alors dans ton livre, il y a un petit personnage qui apparaît régulièrement, qui s'appelle Jacques Joseph, donc un espèce de philosophe de contrebande, abruti parfois, naïf souvent. Alors que représente-t-il pour toi et qui te l'a inspiré? Alors Jacques Joseph, c'est quand j'écris quelque chose d'un peu, peut-être un peu... Mon livre, je l'écris en rigolant, mais il y a aussi des choses, parce que j'ai quand même une certaine culture. J'ai quand même lu des livres de Sartre, j'ai quand même lu des choses par la suite de San Antonio. J'ai commencé par lire vraiment les livres français, avec tous les grands écrivains. Donc des fois, je fais quelques allusions à ces personnes. Et des fois, je fais des mélanges comme ça. Et ça se trouve que le public ne comprend pas. Alors, au lieu de dire hey, « vous bande de newfs », je m'attaque à Jacques Joseph. C'est mon personnage, celui que je dis, voilà, espèce de... C'est lui qui prend tout. Il prend toute l'histoire. Voilà. C'est lui, Jacques Joseph. Quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée? Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Pour nous espionner. Qui je dois espionner? Les amis de Centeno. Le type qui voulait me tuer, c'est parce que quand on fait des choses très difficiles, parce que le métier des services secrets, c'est très dur des fois, j'avais fait arrêter quelqu'un et il s'appelait Gégé. Comme toi. Comme toi. Voilà. Voilà. Et quand j'ai vu, tu m'as dit, si le livre, Gégé, ça me rappelle l'histoire de Gégé, le type de prison. Et il est sorti, sa première, pendant toutes 20 années, on dit 20 ans, 20 years, qu'il est resté en prison, il a rêvé de Bibi, quoi. Mais en mal. Le type qu'il allait tuer, c'était moi, quoi. Il fallait qu'il me croulisse. Et donc, quand il est sorti, il m'a cherché partout pour le faire. Mais heureusement, mes collègues sont passés avant lui. Dommage pour lui. D'autres questions? Oui? Ah ouais. Je voudrais savoir, en devenant musicien, vous êtes, avec quel instrument vous préférez jouer? Quel type de guitare? Quel est votre préféré? Alors, à part descendre mon futal, excusez-moi mesdames, dans mon lit il y a beaucoup de grossièreté, je m'excuse beaucoup dedans d'ailleurs. Mais alors, quel instrument? Je joue du piano aussi, et je joue de la batterie, et l'harmonica, et je chante. Oui, je chante très bien. Where you gonna take the sun down, take some on the king of salt. Voilà. Voilà. Et quel type de guitare? Alors, pour le jazz, c'est les guitares Gibson, Guild, la grosse, demi-caisse. Et pour les rock and roll, pour faire la putain, là, sur la scène, comme ça, c'est les Stratocaster Fender.
J'en ai plusieurs de Stratocaster. J'ai une bonne dizaine de guitares. Hein. Je change comme ça, voilà. Merci. Ouais. Qu'est-ce que qui m'en pose la question? Quand le prochain concert? Oui. Ah ben, si vous êtes organisateur, vous organisez ici, je viens. Si vous payez bien. Il suggère la prochaine AG, c'est une bonne idée. Ah ben, la prochaine AG, pas ici, plutôt vers Cannes. Voilà. En 2026. Ah ok, là je suis plus près de chez moi. Là. Bonne idée, bonne idée. Tu dis rien, tu lui en parles, Daniel. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il parle des prochaines AG. Alors, avant de finir, conclure, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais moi ça m'a fait quand même beaucoup rire. Donc tu vas pouvoir me dire si c'est vrai ou pas, parce que quand j'ai lu ça, il paraît que tu as appris à jouer la musique à l'oreille quand tu étais tout petit, et que pour ça, tu avais pris l'élastique du slip de ton père, que tu avais attaché au bout de ton lit, que tu tendais, et à l'oreille, tu essayais de reproduire ce que tu entendais à la radio. Alors, est-ce que ça, c'est vrai? Ouais. Ah, ça, tout le monde peut essayer. Si vous avez dans votre slibard un bout d'élastique, mettez-la. Tirez dessus, ça sera une son de basse. Si vous faites comme ça, ça fait toum 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 toum. Vous descendez toum 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 toum. Bon, voilà. Mais malheureusement, c'est très dangereux. Parce qu'un jour, l'élastique, il m'a échappé. J'ai tout pris dans la hure. Alors là, je ne vous dis pas comme c'est douloureux. Et là, j'avais trouvé un autre style de prendre l'élastique, de le mettre sur une boîte de carton. Tendre comme ça. Voilà. Et là, je pouvais jouer comme ça. Mais c'était risqué aussi parce que j'avais un très gros raminogris, un gros chat. Un jour, il a trouvé mon élastique, il a mangé l'élastique, il a mangé la boîte. J'avais plus ma basse. Il était préférable de jouer sur une vraie basse que sur un manche à balai, n'importe. Voilà, ça c'est vrai. Tout le monde peut essayer. Hein. Prenez un élastique, mettez-la, vous voyez, ça fait la basse, vraiment. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, il me reste à remercier. Si, Alors, question? Juste pour savoir quelles sont les langues que le Lord parle couramment et plus ou moins aisément. Oui, quelle langue parles-tu? À part l'anglais, le français et l'argot. Yeah, I'm British. So, English, my first language. Le français, la jactue, c'est ça. Le japonais, un poquito espagnol, voilà. Shintok, ça veut dire foutre le camp, sinon je te bute. Les Chinois, ils m'ont dit ça, un jour Shintok. Vous savez, il y a un Shintok qui s'appelait, dans mon livre, vous verrez, il s'appelle Afung. Ça s'écrit Mais en fait, quand on le parle, il s'appelle pas il s'appelle Afung, il faut faire Afung. Il faut tirer comme ça, sniffer. Afung. Ah oui, Afung. Un autre, il s'appelait Ting Like Talk. Mais ça se dit Ting Like. Vous allez voir. Si vous prenez mon livre, vous rigolez jusqu'au début, la fin. Voilà. C'est plein d'aboutissements. Bon ben voilà, je remercie donc John et Olivier qui nous font plaisir maintenant de devenir amis de San Antonio à partir de cette année. J'aimerais bien dire que le fils de Frédéric Dard, Patrice, il m'a écrit, il a acheté mon livre, il a dit « Votre livre, c'est un monument d'humour ». Il a vraiment apprécié. Et puis j'aimerais bien rendre hommage à tous les écrivains qui sont là, parce que ce sont tous des bons écrivains. Donc un qui est fou de David Bowie, il parle que de ça, il a sa chemise Bowie. Même quand il descend son futal, il a un tampon Bowie là-dessus. donc je voulais rendre hommage à tous les messieurs là je trouve ça formidable, c'est très formidable. Tout le monde qui écrit comme ça, continuez d'écrire.
continuer d'écrire. Et si vous voulez m'écrire à moi aussi, vous pourrez, par Daniel, me communiquer avec moi, je vous répondrai. Et je voudrais remercier Sylvie, là. Oui, oui, parce que Sylvie m'a apporté de l'Armagnac. Merci.